Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Alors, short in array, ça c'est pour shorter, short volume, voilà, c'est pour voir la tendance actuelle. Assets, c'est les actifs. Liabilities, ce sont les dettes. Equity, c'est les capitaux propres. Revenu, c'est la vente. Alors là, on regarde la vente, c'est très cyclique en fait pour GNG. GNG, c'est une entreprise, tu vois, qui vend en décembre comme Amazon. Alors peut-être qu'il y a un vaccin qui est, qui dépend de la saison. Peut-être les rhumes pour l'hiver, peut-être. Ah, je ne sais pas trop. Mais c'est très cyclique, hein. GNG, on va regarder le business Peut-être plan. ce qui est relatif à la grippe, non? Tout ce qui est relatif aux périodes de grippe, état grippal et tout ça, Ouais, c'est non? ça, ouais, c'est peut-être des vaccins pour les grippes. Ouais, c'est Johnson Ah, Johnson. GNG, c'est Johnson Johnson et qui vend des vaccins de grippe, quoi. C'est peut-être pour ouais. ça. Donc du coup, on a EPS. Alors EPS a quand même quelques négatifs, hein. Ils sont pas tous positifs. Tu vois, ça c'est plus les sociétés qui sont pas très connues, qui sont négatifs. Donc ça veut dire que dans le secteur de la pharma, ils gagnent pas tous l'argent, hein. Là, ce qu'on a, Johnson Johnson gagne de l'argent. Amgen gagne de l'argent. Lilly gagne de l'argent. ABBV gagne de l'argent. Pfizer gagne aussi un peu, mais pas beaucoup, tu vois. Et ensuite, sur les 10 sociétés, il y en a quand même qui perdent l'argent, hein. mRNA, on va regarder ce que c'est. Mais en fait, généralement, les vaccins, tout ça, c'est un domaine qui est pas très. Enfin, Ah. Moderna, tu vois. Moderna perd de l'argent, hein. Après, là, le problème, je pense, c'est la politique de Trump actuellement, avec justement le fils de JFK, qui lui est très contre tout ce qui est vaccin et tout le reste. Peut-être que lui aussi donne une très mauvaise com au marché du vaccin. Oui, Tout ce qui aussi. est post-Covid et tout, parce qu'il a remis en cause beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de certifs qui risquent de sauter. Et c'est ça qui a impacté négativement les fournisseurs de vaccins, je sais pas trop. Exactement, ouais, exactement. Alors Moderna, il y a une histoire là-dessus. Je sais que Moderna a perdu beaucoup d'argent récemment. En fait, ils ont trouvé un vaccin, ça s'appelle Spikevax pour le Covid-19. Ouais, c'est vrai. Sur le, Comme AstraZeneca, ils ont le même souci, effectivement. ouais, et c'est un vaccin qui avait beaucoup d'effets secondaires, je crois, C'est ça. sur le messager RNA. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup d'argent parce que les investisseurs n'ont plus trop confiance sur eux, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ne rapporte pas. Donc tu as Moderna qui fait perdre de l'argent. Donc tu as EPS négatif pour Moderna. BMY, on va dire BMY. C'est PM. pas la communauté européenne qui a annulé les contrats avec Moderna, c'est pas avec eux? Si, 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 ouais. Bah, si, Ok. si, parce qu'ils ont des vaccins qui ne fonctionnent pas, quoi, ou qui ont des effets secondaires. Bon, Bristol Myers aussi, ils ont perdu l'argent, on va dire. Bon, alors, je connais pas trop l'histoire de Bristol Myers, c'est une américaine, c'est une entreprise américaine. Ok, donc cette année, ils ont perdu l'argent. Voilà. Donc ensuite, il y a quoi d'autre? NVAX, c'est Novavax. Donc c'est pareil, c'est des vaccins pour virus respiratoire. Ebola, ouais, c'est Ebola, c'est virus Ebola, tu vois. Donc ça aussi, c'est une société qui a pas mal chuté depuis un an. Donc voilà, donc Wow. moins 32%, ouais. Donc tu vois, Moderna, Novavax, Bristol, donc ils perdent À l'argent. éviter. Ouais, à éviter. CEL, c'est quoi CEL? C'est la donne pharmaceutique aussi. Ça, ils ont pas mal perdu aussi, tu vois. C'est une entreprise anglaise. Moins 95%. Ça, c'est énorme. On est passé de 100 à 5. $100 à 5. Ça, c'est énorme. Ils vont faire faillite, hein. C'est la don pharmaceutique. Voilà. Donc voilà. Donc tout n'est pas forcément. Tout ne réussit pas. Voilà. Cost expense, donc c'est la dépense sur la R&D. Donc on a Pfizer qui a investi énormément récemment, en septembre. Johnson Johnson aussi, pareil. Donc voilà, income loss. Johnson Johnson, ils ont super performé, hein, en décembre 2023. Operating expense, donc c'est le rachat
financé pour les fournisseurs et compagnie là. Ok. IPO reconstruction en bourse Moderna à 23 dollars en décembre 2018. Et aujourd'hui, il vaut combien? Dans 23. Et aujourd'hui, Moderna, Moderna. Ici, il vaut 22. Non, attends. 24. 24. 24. À l'époque, c'était un IPO, il était à 23. Donc ça n'a pas trop changé depuis l'introduction. Ouais. Donc stock split, là on a une concentration de Moderna. Donc tu vois, la concentration et concentration de Novavax. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près l'état de marché. Ouais, donc ouais, moi je suis ok pour investir dans la pharmaceutique, hein. Je trouve que c'est une très bonne idée en ce moment. Euh, ça a un sens, ça a un sens parce que bon, on est dans un dans un tunnel quoi de R&D intense avec tous les Mm. nouveaux trucs qui vont sortir. Bah, comme on avait parlé des organes, Voilà, les organes, la effectivement, réplication des organes. exactement. Alors j'ai cherché les concurrents de Humacyte. En fait, ils en ont plusieurs. Il y a un truc qui s'appelle eBiogenesis. Biogenesis, un truc comme ça. C'est super intéressant ce qu'ils font. Attends, Et bio, organe NPO. Biogenesis, je crois que ça s'appelle. C'est un concurrent de Humacyte. Genesis. Il faut que je retrouve. ils sont pas cotés en bourse. Non, ils sont pas cotés en bourse, c'est pour ça que je peux pas te montrer via TickerWiz. Mais ils sont là, hein. Ils sont là, ils sont pas loin de Humacyte. Euh, génératif organe. Ah, je sais plus où ils sont. Mais ouais, ouais, c'est un domaine qui va forcément révolutionner le monde, hein. Attends, on va faire concurrent Humacyte. Euh, Alpha Healthcare. Ah oui, ils vont merger avec Humacyte. Comment tu appelles ça? NBiosis? Biogenesis? Bio, Bon, je l'ai vu par hasard, mais ouais, j'ai pas noté. Biogenesis Lab, non, c'est pas ça? Euh, j'essaie de chercher. c'est ça, non? Ils sont pas cotés, ça va. Non. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage, parce que ils sont trop, peut-être, c'est encore une start-up, ils ont pas encore trop de d'investisseurs. Organogenesis, voilà, c'est ça que je crois que j'ai vu ça. Voilà, Organogenesis, tu connais ou pas? Cette entreprise-là, Humacyte bien sûr, Biofab, Biofab. Ah voilà, il y a la liste des top 10. C'est intéressant de les regarder. Donc janvier 2025, top 10, on a Aspec Biosystem, Orcanovo, Epibone. Epibone c'est pour les bonnes, donc les os. Ok. Cephus Biomedical, Cell-Link en Suède, Colplant. Alors eux ils commercialisent Bioprinter et Bio Ink. Colplant, Lattice en France. Waouh. Ah ouais, c'est pas mal, t'as vu, une entreprise française quoi. Reconstructive Surgery, Avery Thérapeutique, Organogenesis, voilà, c'est ça. Ouais, faut regarder USA, en fait. Regardez si Ouais. ces trois entreprises américaines, ils sont cotés ou pas. Voilà.
à côté de... Parce que eux, ils sont cotés forcément sur Nasdaq. Nasdaq, ça regroupe tous les entreprises technologiques. Il y a Biogène aussi. Ouais, Biogène. C'est où? C'est en Tu haut? connais? Ça me parle. Ils sont pas bons, hein. Ça me parle. Biogène. B-I-I-B. Biogène. B-I-I-B. PIP, comme ça. B-I-I-B. PIIB. Ouais. Ouais. Ok, bah on va regarder ça tout de suite, hein. BIB. Je regarde si j'ai Ils l'aide. sont pas bons. Ah ouais. Ah oui, c'est un bon moment pour entrer là. Alors, ça, il faut Ils ça. sont... Ouais, il faut regarder là. Actif négociable. Déjà, on va regarder. On va faire une analyse fondamentale, pareil. On va déjà BIB, on va noter les tickers. Donc UMA size c'est UMA. Orcanovo, je regarde si je l'ai. C'est Onvo. Onvo et Orcanogenes, je regarde si je l'ai. C'est Orco. Orco. Prélis, je regarde si j'ai Prélis. Je l'ai pas. Avri. Avri, je l'ai pas non plus. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà 4 sociétés qui est pas mal. On va faire une analyse fondamentale sur les 4 sociétés. On va charger de données Dès de... que quand je fais l'analyse fondamentale, ça marche pas de mon côté. Bah, sur le long terme, oui. Ça, c'est des entreprises. Oui, Non, 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 tu veux dire, le son est coupé, hein. je sais, non, je suis là. Non, non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Donc là, ici, on c'est a. bon. C'est bon? Sur un Ouais. revenu. Donc, UmaSite, 1,19. PIB. Ah, c'est bien, hein, 118 dollars. Ouais, c'est. Ça, c'est une société qui est mature, hein. 2003. Ça fait 20 ans qu'ils existent. Il y a une maturité Mais là. regarde l'évolution. C'est- euh, L'évolution? Ok. en un an, en un an, il est parti de 236 à 113. Il a divisé. Ouais. C'est Et en cool. 5 ans, il a divisé aussi. Ouais. Mais. Il est passé de 400 à 115. Ouais, Et parce là, que. il est au plus bas. Alors, soit tu as raison, hein, soit comme tu sais, ça marche pas. Soit leur solution ne fonctionne pas, que c'est sur papier. C'est sur Mhm. papier qu'on arrive à créer des organes. Et donc les investisseurs n'ont plus trop confiance. Soit parce que les gens ils ne Euh, s'intéressent pas, quoi. Ils s'intéressent pas parce que. L'analyse est 44% buy, 56% hold et Exact. 0% sell. Ouais. RSI, tu vois, j'ai un RSI à 40. Donc, Ah, oui. ouais. Du coup, on a une chute sur le long terme Ouais. depuis 2021. Mais je, Mhm. mais je pense que c'est Catastrophique. pas si catastrophique, ouais. Ouais. Attends, ouais, c'est un bilan. Dans cash flow négatif. Revenu positif, 2,43 milliards. Tu vois, ils ont quand même vendu des choses, hein. C'est pas, ils vendent des choses, hein. Ils fabriquent des choses, hein. Oui, oui. Mhm. C'est pas rien. Assets, 28 milliards d'actifs. Ils ont, ils ont un profit margin de 17%. Ouais. 1,8 divisé par l'ensemble, quoi. Par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, normalement, on calcule, c'est assets plus. Ils ont 28 Attends, je sors le calcul. milliards. C'est 1,8 divisé par combien? Attends, 1,8. Putain, pourquoi il marche pas? 1,8 divisé par rapport à 7. Ils ont du cash flow, ils ont 5 milliards, hein. Ouais, sur des cash flows, ouais. Current, Beaucoup d'accents se casse sa gueule encore. ouais. Moi, ce que je Mhm. regarde, c'est déjà, je regarde les assets, des actifs ils possèdent. Ensuite, je regarde Mhm. les equity,
combien de capitaux propres. Alors capitaux propres, c'est important parce que c'est quoi capitaux propres? Capitaux propres, c'est l'investissement initial. C'est combien de gens ils ont participé, combien de personnes ils ont mis des billes là-dedans. Ça c'est important à savoir. Les capitaux propres, c'est pour savoir déjà dès le départ, initialement, s'il y a des gens qui sont... Viabilité. Ouais. Ensuite, combien d'argent ils ont emprunté, liabilities, pour investir dans la R&D par exemple. Et ensuite, je regarde le revenu, combien ils ont vendu. Enfin, sales c'est les revenus. Et ensuite, je regarde le profit, combien de bénéfices ils ont dégagé. Voilà. Ils sont bénéficiaires. Ils sont bénéficiaires, ouais. Ils sont bénéficiaires. Donc il n'y a Mais pas... pourquoi l'action se... Alors, Bon. à, Parce que là, c'est un bon coup à faire, hein. ouais, ça, à mon avis, il y a une fenêtre d'entrée possible, quoi. Mais en un jour, il est encore baissé. En une semaine, il a baissé. T'as un EPS qui est positif, hein, 1,64. Mhm. Donc il y aura des dividendes. Mhm. 1,64 par rapport au share. Le share actuel, il est coté combien, tu m'as dit? Euh, En ce moment, 118. 118. Donc 1,64 divisé par 118. Ça fait 1,3% de dividendes. Donc ouais, c'est... À mon avis, il y a un coup à faire. À mon avis, Biogen, ouais, c'est achetable. C'est un truc... si je travaille chez JP Morgan, je pense que je passerai des ordres là-dessus. Biogen. On va regarder le site web, hein. Le site web, il est pas trop pourri. Ça va, ça a l'air bien fait, quoi. Ah, même, on a droit The courage to strive. on a même droit à un YouTube, quoi. Un stream YouTube. C'est pas mal. Stories, dans les témoignages. Ouais. Ça a l'air très professionnel, hein, comme site web. Donc, à mon avis, c'est... Comme je t'ai dit la dernière fois, hein, quand on regarde le site web, on sait à peu près ce que vaut l'entreprise, quoi. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas un site web qui est, Mhm. qui est, voilà, qui mérite, quoi. Ouais, ouais, moi, je pense que je passerai. Alors là, Et ils font des médicaments pour l'Alzheimer. Et l'Alzheimer, le médicament, le traitement a été approuvé par l'Europe ah bah voilà, encore une bonne nouvelle. Ça, c'est bien, ça. le 16 avril. Ça va monter, Donc, hein. Ça va monter. Là, je te dis, ça va monter. Attends, je regarde déjà, ok. je regarde les positions que j'ai. Allez dans ton truc, allez Euh, dans la liste, PIB. allez dans ta liste. Si, j'ai un ordre d'achat qui est Ah, passé t'as la chose, ok. oui, oui, le 31 mars. Ok, ok. 31 mars, au prix de 136. En temps des achats. Je regarde sur les autres tradebots. Je clique sur liste des ordres. J'ai aussi un ordre d'achat sur le deuxième tradebot, le 25. Et sur le Ah, troisième. ouais, bien sûr, ouais. Le troisième c'est février, 143. Mm. Non, non, mes tripods sont là-dessus, hein. Mes tripods, ils Ouais, ont ouais, acheté du ça, POGen. Ouais. Les trois, hein. mm. Les trois tripods, hein. Les trois tripods ils sont là-dessus. Mm. Bah, si tu veux, on peut en parler du tripod si t'as encore le temps, si t'es pas trop fatigué. Enfin, je sais pas Non, non. à quelle heure tu dors. Moi, je voulais splitter parce qu'il y a trop d'informations. Donc, du coup, trop d'informations, enfin, ça perturbe un peu, quoi. Mais ok. Non, ça va, je gère. C'est bien, tu gères. Ouais, 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 non, c'est pas si intense que ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Une fois, on va parler de la loi normale sur les trade bots. Donc, la performance journalier, donc tous les jours, je mesure euh, par rapport à jour précédent. Donc la formule mathématique, c'est très simple, hein, c'est le fond du jour divisé par le fond d'hier moins 1. Donc voilà, ça c'est perfo. C'est comme ça on calcule les perfos.
Donc ça équivaut à C3 moins C4 divisé par C4. Et C4 divisé par C4, ça vaut 1. C'est pour ça que c'est moins 1. Ok. Maintenant, on va prendre le min et max. Le max perfo en un jour, c'est 22%. Et le min, c'est moins 4%. Et si on divise par les tranches, c'est-à-dire qu'on fait max moins min, ça fait une variation de 26%, de moins 4 jusqu'à 22. On divise par 100 tranches, donc on part de moins 4% jusqu'à 22%. Ça, c'est le maximum performance. Ça nous donne 100 tranches. 100 tranches, donc 26,59. On va diviser. 26,59 divisé par 100. Ça nous fait 0,26 par palier. Ok? Donc c'est 0,26% par palier. Donc par exemple ici, on a entre moins 3,5 et moins 3,23, on a 0,26% de palier. Et par rapport à chaque palier, on va calculer la densité de la probabilité. Alors ça, c'est simple, c'est tout simplement, on va calculer la cumulatif, donc l'ensemble des échantillons inférieur, par exemple, à 1% de tranche. Donc à partir de la cumulation, donc par exemple ici, on a 1% des transactions qui ont une performance inférieure à moins 3,23%. Donc à la fin, on doit avoir 100%. Ici, par exemple, à 22,3%, on a 100% de toutes les actions, enfin toutes les performances inférieures à 22,3%. Parce que ça, c'est le max. Okay. Et ensuite, à partir de la probabilité cumulée, on arrive à avoir la densité probabilité pour chaque tranche. Pour chaque tranche, combien a-t-on de probabilité de tomber dedans. Par exemple, là, on a un maximum ici, là, au 0,22%, qui est la moyenne. Okay. Ensuite, on a x fois p de x, ça nous permet de calculer l'espérance. C'est l'espérance selon la statistique. Donc du coup, là on a les fréquences d'occurrence. Ok. Ici on a la loi normale. Donc ici on utilise la loi normale de l'Excel, qui est, pour rappel, c'est exponentielle de k moins mu. Mu c'est l'espérance moyenne au carré divisé par un facteur qui est lié à la volatilité. Voilà, donc c'est un exponentiel négatif. Donc l'exponentiel négatif, ça veut dire ça diminue au fur et à mesure. Okay. Donc la densité des probabilités, ici on a pareil, on a calqué sur la loi normale, la densité des probabilités, et donc du coup on peut comparer avec la réalité. Voilà, la loi normale comparée à la réalité. Donc ici on a la différence, ce qu'on appelle l'erreur entre la loi normale et la réalité. Donc on voit qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de certains seuils ici, et aussi quelques seuils ici. Donc il y a pas mal de différences, okay, entre différents endroits, entre la loi normale et ce qu'on constate en réalité. Okay. Donc on a quand même pas mal de différences. Donc au-delà de 2%, c'est pas mal. Hein. Okay. Donc du coup, la loi normale ne permet pas vraiment de préciser, de prédire de ce qui se passe. Alors la loi normale s'appelle le théorème central limite. Hein. Enfin voilà, pour ce qui est les centrales limites, ça veut dire que tu as une loi qui est au centre comme ça, okay, qui consiste à capturer la moyenne. La moyenne elle est là. Donc en orange, c'est la loi normale standard de Excel. Donc utilisant la loi gaussienne, donc exponentielle moins k moins mu au carré divisé par sigma, enfin un facteur divisé par sigma, multiplie tout ça par une proportion, enfin un facteur de proportion. Donc du coup en bleu ce sont les erreurs, enfin les échantillons, les vrais échantillons avec densité de probabilité. Okay, donc du coup ce qu'on voit c'est que la loi normale ne fit pas, n'est pas totalement, correspond pas totalement à la réalité, notamment pour toute cette partie là, donc un petit peu à gauche de la centrale, donc de la moyenne, mu, et un petit peu à droite aussi, tu vois. Donc à gauche et à droite ça marche pas. Et pour les extrémités, on a quelques sursauts, ce qu'on appelle la queue épaisse. Ça c'est la queue épaisse, ça veut dire des choses qu'on ne peut pas prédire avec la loi normale. Et c'est pour ça qu'on a quelques échantillons qui est totalement imprévisible. Et comme je l'ai dit, la plupart des choses importantes se passent ici.
vers la queue normale, enfin la queue de la loi normale, qu'on appelle la queue épaisse. Et alors ici, au centre, quand on regarde de près, au centre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de différences entre la loi normale et ce qu'on constate en réalité. Pas quelque chose de réellement aléatoire. C'est quelque chose qui est programmé, qu'on ne peut pas facilement prédire. Parce que c'est programmé en fait. C'est programmé et il y a un comportement induit qui n'est pas aléatoire. Voilà, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. C'est que la loi normale prévoit tout ce qui est aléatoire, des phénomènes aléatoires, comme le cours d'eau, comme la taille des arbres, comme la distance entre différents forêts, différents Ce airs. qui est pas chaotique, quoi. Voilà, tout ce qui n'est pas chaotique, voilà, c'est ça. Tout ce qui n'est pas chaotique, la loi normale ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Parce que l'être humain ne fait pas les choses aléatoirement. En fait, il y a des raisons, il y a des logiques. C'est algorithmique, tu vois. Et donc la loi normale ne permet pas de prédire ce genre de choses. Ok. Euh, Ça, c'est ce qu'on constate, c'est que le trade bot n'est pas quelque chose de chaotique. Le trade bot, il a une logique. C'est pour ça que la loi normale n'arrive pas à le fitter, n'arrive pas à le, voilà, c'est pas quelque chose de naturel, on dit. Ok. Et maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que on a beaucoup de pertes parce que là c'est 0%. Donc à gauche de 0%, ce sont les pertes, les contre-performances en négatif. Mais en même temps, on a aussi beaucoup de gains. Donc tout ce qui est à droite de 0%. D'accord? Tous ces airs là, ce sont des gains. Et l'air, donc l'ensemble des gains est supérieur à l'ensemble des pertes. Donc l'air des gains est supérieur à l'air des pertes. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que la valeur absolue de la perte, il est à 4% constaté, alors que le gain, il est à 22% constaté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds avec le TradeBot, je perds à 4% maximum constaté. Et si je gagne, je peux aller jusqu'à une ampleur de 22%. Donc à peu près 4 fois supérieur à la perte. Et tout ça avec une moyenne journalière de 1%, 1,05%. C'est très faible, hein, 1,05%. Mais de temps en temps, on a des super gains à 22% qui compensent l'ensemble des pertes. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Ok, ça c'est typiquement un trade bot. Tous les trade bots fonctionnent comme ça. Maintenant, chez les financiers, il y a un truc qui s'appelle Value at Risk. VAR. VAR, c'est Value at Risk de 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe dans une probabilité de 5%, et il faut le trouver, combien de pertes max on peut l'avoir sur ces 5% de probabilité. Ok. Comment on calcule ça? Non, il y a une formule mathématique. On sort en X, c'est la moyenne F2. Donc F2, c'est la moyenne annualisée, multiplié par la longueur du temps, L2. Donc L2, j'ai pris un an. Hein. Donc ça c'est facteur annualisé multiplié par le temps en année, donc un an, moins 1,65 fois H2, donc la volatilité, donc ici 51%, fois racine de L2, racine du temps. Donc le temps, j'ai pris un an, donc racine de 1, ça fait 1, pour faire simple. Hein. Et H2, c'est la volate, il a 51%, qui a 51 divisé par 16, ça fait 3 à peu près. Donc la volate est supérieure à la performance moyenne, donc c'est normal. Comme j'ai dit, si tu as un ratio Sharpie qui est inférieur à 1. Donc du coup, on a à peu près voilà, 1,65. Alors, tu vas me dire, d'où vient 1,65? 1,65, ça vient de la loi normale, ce qu'on appelle 1,65 sigma. Sigma, c'est la volate, qui correspond à 95%. 95% de ce qui se passe. Donc, dans la moyenne, moins 95% de ce qui se passe. Donc, ça nous donne 5% de ce qui se passe. Voilà, grosso modo, 5% de probabilité, ça vient de la moyenne, moins 95% de la volate. Donc, ça, c'est un truc qui est usé par beaucoup de financiers. J'ai appris ça à l'école. Hein. C'est une formule qu'on enseigne. Hein. Les gens, ils utilisent cette formule pour calculer la perte max potentielle
Alors potentiel, ça veut dire que ça peut ne jamais arriver, hein. Ça peut ne jamais arriver. Sur une année. Voilà, sur une année, ça c'est la longueur du temps, L2, une année. Donc ça veut dire que, alors imagine, ça veut dire quoi la value at risk? Value at risk, ça veut dire que, imagine, tu dois acheter une assurance. En fait, c'est pour les assureurs en fait. Les assurances, il va regarder dans TradeBot, il, il voit que la moyenne performance annualisée est de 16%. Il calcule la volat, 51%, suivant l'ensemble des enregistrements sur les performances régulièrement, hein, qu'on a enregistré donc chaque jour. On est arrivé à ce nombre-là, qui est à moins 67,99%, qui est la perte max que qui peut arriver. Alors ça s'est pas arrivé jusqu'à là. En fait, il y a très peu de chances que ça arrive. 5%, c'est vraiment presque impossible, quoi, en fait. Mais bon, voilà. Si tu veux, ce nombre-là est très proche de ce qu'on appelle la performance minimale ou la contre-performance annualisée. Donc la contre-performance annualisée, c'est la performance minimale, donc la contre-performance max en un jour, donc moins 4,3% multiplié par la racine de facteur annualisé, donc 246. Et ça nous donne, donc moins 4,03 multiplié par racine de 246, ça nous donne moins 63%. Voilà, grosso modo, ça veut dire que si t'as pas de chance, c'est 5% des probabilités. Si t'as pas de chance, ta valeur at risk, ça vaut à peu près la contre-performance max annualisée. Donc t'as moins 67% qui vaut à peu près moins 63%. C'est-à-dire que si t'as pas de chance, tu perds tout le temps dans l'année, t'arrives à moins 67% de value at risk. Alors c'est pas ce qu'on constate. Ce qu'on constate, c'est plus 16%. Ça c'est à peu près ce qu'on constate, 16%. 16,46%, c'est ce qu'on appelle la moyenne. Donc c'est 95% de probabilité d'avoir en moyenne 16% et t'as 5% de probabilité d'avoir moins 67%. Ok, donc ça c'est pour rassurer les gens. Et donc l'assurance, elle va être payée par rapport à cette somme-là. Si tu prenais une assurance par rapport à la value at risk. Alors après je ne sais pas comment calculer le taux d'assurance. Mais voilà, grosso modo, ils prennent comme entrée ce nombre-là, moins 67%. Alors après, tu vas me dire, la question essentielle, c'est si on a fixé la moyenne annualisée à 16%, donc si on investit 100 $, on attend à avoir un ROI de 16 $. Donc c'est relativement faible, mais c'est quand même plus fort que le livret A. Le livret A, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque, hein. Le taux sans risque, c'est 3%, 2%, hein. Là, on est 16%, on fait déjà 5-6 fois mieux que le livret A. Donc déjà, c'est beaucoup par rapport au livret A, hein. Donc la question c'est automatiquement c'est si on fixait cette moyenne perfo à 13% ou 16%, comment fait-on pour diminuer la volate jusqu'à VAR égale 0? Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta volate c'est la perfo, donc 16,49 divisé par 1,649. Alors il faut reprendre l'équation pour comprendre ce qui se passe. Donc l'équation c'est là. Donc je prends Pent par exemple. Attends, je prends Du coup, un delta temps, si on réduit le temps, la volate devra diminuer. la volate. En fait, ouais. Oui, si on diminue le temps, en gros, le temps de prédiction, Oui, potentiellement. exactement. Ça se voit que tu as l'expérience. C'est ça. En fait, quand tu augmentes le temps, tu diminues la volate. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce. Donc du coup, alors, euh, donc l'équation c'est ça. C'est F2 fois L2 moins 1,5 fois H2 fois racine de L2. Donc du coup, cette équation, ça vaut ça égale ça. Ok. F2 fois L2 égale 1,65 fois H2 fois racine de 2. Donc L2, donc on divise par L2. Donc racine de L2 divisé par L2. Ok. Donc ici on se fait diviser par L2. Donc ça fait ça divisé par L2. Ok. Racine de L2 divisé par L2. Donc on imagine t'as L2 égale par exemple 9. Racine de 9 c'est 3. Ok. 3, donc c'est 3 fois 3 égale 9. Ok. Donc racine de L2 fois racine de L2 égale L2.
Donc racine de L2 divisé par L2, bah ça fait racine de L2 en fait. Parce que L2 vaut racine de L2. Bon, je ne sais pas si vous êtes fort en maths, mais si vous n'êtes pas fort en maths, il faut comprendre comme ça. Voilà, ça c'est fois ça. Ok? L2 ça vaut racine de L2 fois racine L2. Donc racine L2 divisé par racine L2, donc ça saute. Ça nous fait racine de L2. Ok? Donc ta volate, elle vaut la moyenne, enfin la moyenne divisée par. Bon, on va tout mettre dans le côté, côté gauche. Donc divisé par 1,5 divisé par racine de L2. Voilà. Donc ce que dit Fabien, c'est très juste. Ça se voit que tu as l'expérience. Tu as déjà fait une école de commerce, ça souffre. Donc en fait, ta volate, H2, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne divisée par la racine de L2. Bah, divisé aussi par 1,5. Ça veut dire que si ton L2 est très grand, ta racine L2 croît, et donc ton F2 divisé par quelque chose qui croît, ça veut dire que c'est quelque chose qui décroît. C'est l'inverse de quelque chose qui croît. Donc H2, c'est la volate. Ta volate va diminuer si tu augmentes L2, si tu augmentes le temps de l'investissement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je raconte. Donc ça veut dire que F2, En gros, racine de 2, c'est une fonction qui est toujours croissante. Là, on prend son inverse. c'est toujours En décroissant. conclusion, on te dit que c'est Exact. pas proportionnel, mais tu as un rapport inverse. T'as un rapport inverse, exactement. Or, F2 est d'une constante. F2 divisé par 1,65, c'est une constante. Donc, c'est 16,49 divisé par 1,65. Donc, tout simplement, c'est 1. Hein. 16,49 divisé par 1,65. Ça fait 10, pardon. Ça fait 10. Donc, 9,9, ça fait 10. Donc, 10 divisé par racine de L2, comme racine de L2 croît, donc H2 décroît. Donc, le truc, c'est que quand tu investis avec un trade pot, plus ton temps est long, en fait, moins il y a de volate. Grosso modo, c'est ça. C'est intéressant à savoir, hein, parce que c'est comme ça pour la plupart des investissements. Conclusion, c'est quoi? Bon, il y a deux conclusions. C'est que tu augmentes ton temps, ton horizon de temps, ton investissement, donc tu auras moins de risques. Tu vas gagner un peu de sous. Et aussi, il y a un deuxième truc qu'on peut remarquer, c'est que la volate, généralement, la volate annualisée n'est pas ajustable dans un trade pot. Ok? Et on sait qu'elle diminue en fonction du temps. Là, par cette équation, H2 égale 10 divisé par racine de L2. Mais elle n'est pas ajustable. C'est-à-dire que je ne peux pas changer comme ça, parce que je vais changer l'algorithme. Je vais changer l'algorithme, je vais changer les conditions d'achat-vente. Et je change les volates. C'est pas si facile. Donc généralement la volate, on dit qu'elle n'est pas ajustable, mais elle diminue. Voilà, elle diminue en fonction du temps. Et comme je dis, la volate, c'est quoi? C'est les risques. Et sans risque, il n'y a ni gain ni perte. Donc si on diminue le risque, généralement c'est ce qu'on recherche quand on est financier et qu'on gère les portefeuilles. Hein, on cherche à éviter les risques. Donc en fait, en évitant les risques, on a très peu de gains, on a très peu de pertes. Tu vois. Ça aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en fonction du temps ta volate chute, diminue, en fait au fil du temps, bah, tu as moins en moins de risques, mais tu as aussi moins en moins de gains. Alors, grosso modo, c'est ce que dit l'équation mathématique. Hein. Okay. Maintenant, on va revenir sur la VAR, Value at Risk. La VAR, ça conditionne l'assurance. Si un jour on devient des professionnels et qu'on va présenter un assureur, l'assurance va par exemple regarder, calculer la VAR pour pouvoir te proposer une assurance sur ton trade pot. Voilà, si jamais si t'arrive des pertes énormes. Alors, je sais pas si vous savez comment ça marche. En fait, ça marche, c'est très simple. En fait, l'assurance va te proposer l'achat des options. Des options, contrairement au futur, c'est quelque chose qu'on peut exercer ou pas. Un futur, c'est un contrat. Un contrat, ça veut dire que tu dois honorer le contrat. Ça veut dire que tu dois payer à la fin de ton contrat pour une vente à découverte, par exemple. Tu vois. C'est ce qu'on appelle un futur. Une option, c'est plus flexible. Une option dit que tu n'as pas besoin de payer, mais tu payes seulement la prime d'option. La prime d'option, ça se calcule. Hein, c'est via l'équation Black-Scholes, que je ne vais pas expliquer aujourd'hui parce que c'est trop long. Donc Black-Scholes, c'est des économistes dans les années 70 qui avaient bossé pour Bank of America et compagnie, là, pour calculer combien vaut la prime d'option. La prime d'option, ce sont les intérêts en fait que tu payes pour exercer, enfin, pour acheter l'option.
et tu peux exercer ou pas. Donc c'est plus flexible que le futur. Et généralement, les assurances, ils vendent des options pour couvrir tes pertes. Donc c'est très bien, hein, parce que si tu gagnes de l'argent avec ton trade pot, tu n'exerces pas tes options, d'accord? Tu payes juste la prime d'option, tu payes les intérêts, mais tu n'exerces pas, c'est-à-dire que tu ne payes pas, tu ne donnes pas l'argent pour pour exercer totalement l'option auprès de ton assurance, quoi. C'est comme ça que ça se marche, ça fonctionne. Donc du coup, par exemple, on dit que la prime d'option vaut à peu près 10%, 10% par exemple, de l'option. Imagine que tu as une option, l'option c'est comme le futur, hein, mais futur c'est obligatoire, enfin tu dois honorer obligatoirement ton contrat, alors que option c'est pas obligatoire. Donc tu peux annuler le contrat à terme. Ok. Donc par exemple, au bout d'un an, tu vois que ton trade pot te rapporte suffisamment d'argent, et tu dis bah j'annule le contrat, je paye seulement les intérêts, donc tu payes 10% par exemple, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Donc du coup c'est ça l'assurance, hein. C'est ça que, et l'assurance c'est calcul suivant le VAR, la valeur à risque, ok. Et la prime d'option se calcule en fonction de Black-Scholes. Donc il y a ce qu'on appelle la valeur temporelle et la valeur financière. Alors c'est quoi? La valeur temporelle, c'est-à-dire que plus le temps est long, plus ça coûte cher. Parce que le temps, c'est l'argent. D'accord? Si ton option est un contrat qui dure un an, elle coûtera plus cher que si ton option qui dure 2 jours, par exemple. Tu vois. Ensuite, il y a aussi la valeur financière. C'est-à-dire, la valeur financière, c'est. Alors, c'est quoi la valeur financière? C'est combien tu peux gagner de l'argent. Enfin, en fait, c'est des assurances ou les banques, ils savent d'avance, grosso modo, ce que tu peux gagner ou pas. Voilà, via la modélisation de Black-Scholes, ce qu'on appelle la valeur financière d'une option. Donc voilà. Donc la valeur temporelle et la valeur financière. Donc les deux combinés, ça te donne la prime d'option. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est relativement compliqué. Je peux faire un cours sur la méthode d'évaluation approximative, mais c'est trop long, hein. Il faut que je prépare une fiche Excel, mais c'est possible. Donc du coup, voilà, comme ça, tu peux négocier les achats d'options pour couvrir ton trade pot. Généralement, c'est ce que font la plupart des gestionnaires. Ok. Donc du coup, voilà, c'est moins 67%. Alors tu vas me dire, est-ce que ça m'est déjà arrivé, moins 67%? Et moi je te dis, non, ça m'est jamais arrivé. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est moins 4%. Voilà, grosso modo, c'est le maximum de contre-performance. Donc on est très très loin de moins 67%. Très très loin, vraiment. C'est entre moins 4% et moins 67%, c'est voilà, c'est quasiment, c'est pas possible en fait. C'est pas possible pour un trade pot d'arriver à moins 67%. Même si la formule mathématique nous dit que le maximum c'est ça. Voilà. On fait confiance, hein. C'est des économistes qui ont démontré via des pages et des pages de recueil, hein, pour savoir comment calculer ce VAR. Bon, voilà, ça m'est jamais arrivé. Alors, c'est arrivé à Jérôme Kerviel, effectivement. Jérôme Kerviel, lui, enfin, c'est vraiment très très rare. Un mec comme Jérôme Kerviel, en fait, on n'en voit quasiment pas, en fait. C'est une fois, ça arrive une fois par siècle, quoi. Mais c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Voilà, la probabilité est faible, mais c'est pas impossible. Voilà. Mathématiquement, ce que tu fais, c'est que tu ramènes ton delta de temps vers l'infini. Dans Voilà, ce cas-là, je crois que tu as un oui, 65 H2 qui vont arriver vers 0, il te restera que le L2. C'est peut-être là qu'ils obtiennent peu leur extrême, leur cas extrême qui n'arriverait pas. exactement, ouais. Voilà, donc on va tracer une courbe pour représenter la value at risk en fonction du temps. Donc déjà, ce truc là, on va regarder, hop, fois sin L2. Dans L2, on va dire, on va créer une table de temps. Donc horizon temps, T. Ok. Donc on va faire un an. Bon, ça c'est Ouais. correct. Donc, voilà. Voilà. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que putain, pourquoi il met une valeur négative S7? Il faut que tu verrouilles S5 avec dollar, parce que sinon il descend au niveau du grand. Ah, Et il a oui, 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 L2, oui, oui, exact. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Je fige, c'est exact. ça. Voilà. Hop, voilà, là c'est. Voilà. Donc du coup,
Alors, Alors, comment... après, Ouais, après le 8, tu mets 10, 15 et 100 ans, parce que je pense que pendant longtemps, on va rester très stable, comme tu l'as dit, sur les ouais, valeurs. t'as raison. C'est vrai. Ouais, franchement, c'est pas mal. Comme tu disais, on retrouve bien le -4. Ouais. F2, VAR. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça? Attends, je réfléchis. C'est pas des pourcents. Attends, il y a un truc, il y a un... En fait, ça doit diminuer, en fait. Pourquoi? Attends, il y a un problème. C'est c'est l'inverse, non? C'est- Voilà. Quand tu fais F2 fois L2, En fait, ça diminue, en fait, ça doit diminuer. Ça, j'ai vu ça en cours, donc je sais de quoi je parle. Mais je pense qu'il y a un problème de formule. Racine du temps. Ah, non, non, c'est ici, là. Tu vois, c'est pas L2, c'est S5. C'est S5. ah oui, effectivement. Parce que c'est pas logique sinon. Voilà, ça c'est logique. Ça c'est logique. Ouais. Ça c'est logique. Regarde, au bout d'un moment, ça devient positif. Ça veut dire que t'as plus de value at risk. À partir de 30 ans, t'as plus de value at risk. Là, ça veut dire que au lieu d'avoir quelque chose de négatif, t'as que du positif. Et en plus, 77% positif, quoi, tu vois. Donc quand on regarde, effectivement, ça augmente à un certain donné, et puis ça chute. À partir de la 10e année, ça chute brutalement, en fait. Ok. On va dire S12, S15. Voilà, ça augmente jusqu'à la 10e année. Ton value at risk augmente. Et à partir de la 10e année, elle chute. Elle chute pour devenir positif. Et on regarde 15 ans. À 15 ans, c'est un horizon qui est intéressant. On va dire ça. Entre 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Entre 11, 12, 13, 14, euh, et soit 17. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est pas mal. On va dire 18, 18, 19. Voilà, à partir de la 10e année, ton value à risque est diminue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à partir de la 20e, 30e année, elle devient positif. C'est-à-dire que tu perds plus d'argent. C'est pas possible que tu perds l'argent. Voilà, donc ça veut dire que tu as un value à risque positif, ça veut dire que tu ne peux plus perdre en fait. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que ton value à risque, il y a un certain seuil où tu dois attendre pour que ça permet de diminuer la volate en fait. Ah ouais, ok. Alors ça c'est la value à risque. On a regardé la volate. Alors volate c'est quoi? Attends, je note. Ça c'est VAR. La volate c'est 10 divisé par. On avait calculé ensemble hein, tout à l'heure. 10 divisé par racine de temps. C'est ça, hein, on avait calculé. Hein, volate. Multiplié par un facteur K. Voilà, ta volate. Alors il faut normaliser. Hein. On va normaliser à 51%. Donc multiplié par dollar 5. Il faut la. En fait, ça c'est la valeur absolue. Donc il faut normaliser. Comment est-ce qu'on normalise ça? C'est écart type. Donc c'est la volate jour 0,03. Non, multiplié par volate jour 0,36. Bon, je sais pas exactement ça, mais ouais, en fait, ça c'est pas normalisé, mais bon, grosso modo, c'est pas grave. C'est pour dire que la volate diminue, donc les risques diminuent. La volate diminue en fonction du temps. Donc au bout de 30 ans, bah, il y a plus de volate, facilement. Elle diminue de 10 fois. Et ta VAR, elle devient positif. Donc tu ne peux plus perdre. Voilà.
Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Si ta perfo moyenne annualisée est de 16% par exemple, on peut regarder la moyenne, hein. Comment évolue la moyenne. Donc la moyenne c'est Oui. F2. F2. Donc F2, l'équation F2, ça vaut 1,65 L2, racine L2 divisé par L2, donc divisé par racine de L2. Donc ta perfo va diminuer aussi. Voilà, on va des perfos. Puisque la volate diminue, ta perfo diminue. C'est normal parce que les performances dépendent de risque. Donc comme je dis, risque ça veut dire gain ou perte. Maximum de risque ça veut dire maximum de gain ou maximum de perte. Donc du coup, alors perfo ça vaut si on calcule, si on fonctionne cette formule, donc c'est perfo c'est F2, F2 c'est 1,65 fois H2, donc 51%, et donc égal à 1,65 multiplié par 51%, donc 0,5, divisé par racine du temps. Racine du temps, c'est celui-là. Racine de ça. Voilà. Bon, c'est pas normalisé, hein, mais c'est pas grave. Grosso modo, pour expliquer ce qui se passe, si on investit sur le long terme, très long terme, donc en usant toujours cette formule des économistes qui dit que VAR vaut F2, la moyenne annualisée multipliée par le temps en année, moins 1,65 fois H2 racine de L2. Donc du coup, l'inconnu ici c'est F2. F2 c'est la moyenne. Donc ça vaut 1,65 fois H2 divisé par racine de L2. Ok. Et ça vaut par exemple ça. 1,65 fois 0,5. Donc c'est la volate annualisée. Divisé par racine de S5. Donc racine de S5 c'est le temps en année. Donc ici on a S6, S7, S8. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Donc on a une volate qui diminue. Et on a une performance qui diminue aussi. Donc les deux termes sont liés, hein, en fait. Les deux sont liés. Et ton VAR, en fait, va augmenter au bout d'un moment et va diminuer au bout d'un moment. Au bout de 10e année, la VAR diminue jusqu'à atteindre quelque chose de positif, c'est-à-dire que tu ne peux plus perdre. VAR positif, ça veut dire que tu ne peux plus perdre, en fait. Tu ne peux plus perdre. Voilà. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, évidemment, ça c'est très loin de la réalité, parce que tout ça, ce sont des projections, hein. Projections en fonction d'une formule mathématique des économistes, hein, qui est utilisée par beaucoup de gens pour calculer VAR. Le VAR est utilisé pour l'assurance, pour calculer l'assurance. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le très long terme de ton investissement, tu auras très peu de volatilité et tu auras une performance qui diminue au fil des années, mais tu as un VAR qui deviendra positif un jour, qui va diminuer. Un VAR va diminuer au bout d'un certain temps, à partir de la 10e année, enfin même à partir attends, à partir de la 6e année, 8, 7e année. À partir de la 7e année, t'as VAR qui diminue et tu seras devenir quelque chose de positif. Enfin, 7e année, alors pourquoi c'est important 7? Et c'est là où je vais te montrer un truc un peu ouf. Alors, souviens-toi de ce nombre 7, ok? Comme Blanche-Neige et les 7 nains, tu vois, comme les 7 magnifiques. Et maintenant, je vais montrer un truc. On va prendre Ford. Alors, Tinkerwiz permet de voir les, les variations sur le long terme, tu vois. Donc, je t'ai expliqué ce que c'est un investissement long. Un investissement long, c'est 7 ans. 7 ans, ça veut dire par exemple 1992 jusqu'en 2000, ok? Jusqu'en 99. Donc, de 92 jusqu'en 99, ici. Et là, on a de 2008 jusqu'en 2015, ok? Donc ça fait 7 ans, hein. Donc on a la première période de 7 ans dans les années 90, la deuxième période de 7 ans dans les années 2010. En fait, pendant ces 7 années, les investisseurs, ils ont tous investi sur Ford, ok, suivant cette théorie-là de VAR. C'est-à-dire que quand on investit sur le long terme, sur un cycle de 7 ans, on attend à ce que le VAR commence à baisser avant de le vendre. Ok. Et généralement, c'est un cycle de 7 ans. Pourquoi c'est que c'est 7 ans? Pourquoi est-ce que les gens ils investissent 7 ans? En fait, c'est à cause de ça. C'est à cause un peu de la value at risk. À partir de 7e année, en fait,
les risques diminuent. Et parce que ta perfo diminue. Ta perfo diminue parce que ta volat diminue. Ok? Donc ça veut dire que, alors tu vas me dire c'est paradoxal, ton VAR ça quantifie la valeur maximale que tu peux perdre. Pourquoi est-ce que tu vends quand ta VAR diminue en fait? C'est à partir de la 7e année que ta VAR diminue. Mais c'est parce que en fait, il y a un autre truc qu'on n'oublie pas, c'est qu'on recherche la perfo. C'est que si ta VAR diminue, certes, ta volat diminue, certes, tes risques diminuent, mais Oui, ta ok. performance diminue également. Ça veut Ok, dire que, ok. ça veut dire qu'au bout de la 7e année de ton investissement, c'est plus intéressant pour toi d'investir, de garder les actions dans une société parce que ta performance chute en fait. Évidemment, c'est progressif, hein. Donc Ok. c'est pour ça que les gens ils vendent, par exemple sur Ford, hein. Sur Ford ça marche très bien, mais sur les autres ça marche aussi. Les gens ils vendent au bout de la 7e année massivement. Les gens qui ont investi en 1992, ils ont vendu en 99, en 7 ans. En 7 ans d'investissement, ils se disent oh bah, il n'y a plus assez de perfos, voilà, ça sert à rien, je vais investir ailleurs, quoi. Je cherche un maximum de performance ailleurs. Donc, voilà. C'est pour dire que la volatilité n'est pas forcément l'ennemi public, hein, parce que les gens ils voient la volatilité comme un ennemi public. Oui, c'est quelque chose qu'on veut éviter parce qu'on est financier, parce qu'on gère le portefeuille des gens, tu vois. Mais sachant que bah, la volat, c'est aussi l'autre aspect, enfin, c'est aussi ce qui ramène le gain en fait. Donc là, sur Ford, ce qu'on voit, c'est que là, on a deux cycles d'investissement de 7 ans qu'on explique très bien. Sur d'autres compagnies, ça marche un peu moins bien, mais on les voit arriver aussi, hein, Ça que marche ça- ça- dans l'autre sens. exactement, ça marche aussi dans l'autre sens, bien sûr. Alors, sur Google, Il y avait 7 ans plus tard, quand les gens ils ont vendu, ils se rachètent. ouais, oui, ça marche aussi dans l'autre sens, bien sûr. Bon, ici, par exemple, alors sur Google, 2023, là, on voit un cycle un peu plus court, de 3 ans. Alors ça, c'est à cause d'autres choses, d'autres facteurs, parce qu'il y a l'IA qui est arrivée. Et Google, comme Microsoft, comme ChatGPT, ils ont essayé, hein. Ils ont essayé, comme Apple, ils ont essayé de sortir des produits de l'IA, mais c'est un peu moins performant que ChatGPT et DeepSeek. Et aujourd'hui, chez Apple, on dit que les prochains iPhones n'embarquera plus le moteur de recherche Google dans Safari, hein. On va directement pointer sur l'IA, quoi, au lieu de taper sur la barre de recherche Google. C'est pour ça que là, on a appris depuis le 1er janvier 2025 quelque chose comme moins combien? Moins 20%, un truc comme ça. Quelque chose assez fort, moins 14% depuis 6 mois, tu vois. Donc ça, c'est à cause d'autres facteurs. Voilà. Grosso modo, ça veut dire que, bah, pour rejoindre ce qu'on dit, c'est que tout a un cycle. Et le cycle, il y a un début et à la fin. Et beaucoup de gens cherchent la perfo. Et c'est pour ça que, en cherchant la perfo, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de perfo, ils vendent tout. Ils vendent tout. Par exemple, sur Ford, c'est un cycle de 7 ans. Sur d'autres business, c'est un peu moins long, hein. Ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend en fait. Ça dépend du secteur. Mais par exemple, même pour Tesla, hein, on peut avoir des Tesla. Ça suit des cycles aussi. Mais alors, c'est un peu moins vrai pour tout ce qui est moderne. Bon, là, on va regarder le point bas, le plus bas, et le point plus haut, donc 419. Par exemple, là, on a suivi un cycle de 2022 jusqu'en 2025, c'est des cycles de 3 ans. Voilà, ça c'est cycle de 3 ans. Et pareil pour le cycle précédent, donc 2021, fin de cycle, et 2000, on va dire 2019. Allez, 2019-2021, ça fait 2-3 ans. Donc on a un cycle de 2-3 ans. Alors, pour rejoindre ce que dit Laurent, c'est à l'inverse aussi, hein. L'inverse, on a la même chose. Dans l'inverse, donc on a le cycle à décroissance de à peu près 2-3 ans aussi. Alors, tout ça, ça suit des cycles. Donc ce qu'on voit, c'est pour les sociétés, enfin, on n'échappe pas au cycle, quoi. Enfin, c'est même chez Pankafin même. Bon, donc Tesla, c'est toujours des cycles de 3 4 ans Oui, oui. et ça se répétera tout le temps. Alors, je sais pas, je ne viens pas de futur. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui peut interrompre le cycle, ce qu'on appelle les événements systémiques. Ça veut dire quoi systémique? Systémique, ça veut dire une réaction en chaîne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive sur le marché et ensuite il y a une réaction en chaîne
qui fait que cette petite cause devient de plus en plus énorme et qui va être showstopper, qui va carrément stopper ton business. Par exemple, l'IA. L'IA est un risque systémique pour Google parce que l'IA met en danger le moteur de recherche parce qu'on n'utilise plus le moteur de recherche pour rechercher une donnée, une information, mais on préfère faire l'IA. Donc du coup, le moteur de recherche de Google ne marche plus. Donc du coup, bah, en fait, comme tu sais, leur business plan est basé sur le moteur de recherche parce que derrière, il y a la publicité et ils vendent des publicités, des panneaux publicités. Et s'il n'y a personne qui vient chez Google pour le taper dans leur moteur de recherche, donc il n'y a plus personne qui veut vendre des publicités sur Google, donc ça fait un risque systémique. Parce que les gens, ils vont aller ailleurs. Donc du coup, leur publicité, bah, ils peuvent plus vendre cher. Tu vois. Donc voilà, c'est ça aussi le truc. Bon, alors je reviens sur Bank of America. Comme je vais parler du cycle, le cycle économique, qu'est-ce que c'est? Par exemple, sur Bank of America, on a des cycles. On prend le plus bas, par exemple, de 2000 jusqu'en 2006, 2007. Donc ça fait un cycle de 7 ans. Donc voilà, ça explique pourquoi c'est 7 ans. Là, pareil, je prends par exemple 2009 jusqu'en 2016. Donc ça fait un cycle de 7 ans à peu près. Et là, pareil, là je prends... Bon, après, c'est pas forcément périodique avec une période bien précise. Hein. Par exemple, là, on va dire 2020 jusqu'en 2007. Donc d'ici 2 ans, ça connaît une croissance relativement constante. Enfin, bon, bref, donc ça, c'est pour expliquer le cycle. Une des causes des cycles et pourquoi est-ce qu'il y a une interruption de cycle. Il y a une interruption de cycle parce qu'il y a un risque systémique. Par exemple, pour Google, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, on revient sur Google. Vraiment, Google, c'est un très bon exemple. Là, on voit qu'il y a une interruption de cycle. Une interruption de cycle qui est survenue 1er janvier 2025. Là, la chute, elle est brutale. Hein. Elle est vraiment moins 20%. Voilà, pareil pour Intel, hein, qui dit Google dit Intel. Intel aussi connaît un risque systémique. Hein, et les risques systémiques, c'est ce qui bloque la confiance des investisseurs. Donc là, on a une baisse spectaculaire depuis 2021. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi 2021? Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Pour comprendre ce qui s'est passé en 2021, il faut regarder côté Nvidia. Parce que c'est Nvidia qui a bouffé Intel en fait. 2021, c'est l'année où il y a le décollage de Nvidia. Nvidia a décollé à partir de 2021 jusqu'à maintenant. Ça continue à survoler. Donc d'accord, donc 2021, décollage de Nvidia. Et c'est la faillite de Intel. Début de la faillite d'Intel. Donc voilà. En fait, ce phénomène 2021, c'est à cause d'un gros réajustement alpha du secteur. Les gens ne veulent plus investir dans Intel. Et avec leur argent qu'ils ont, ils préfèrent investir dans Nvidia. Pourquoi? Parce que Nvidia résout un problème. Ils ont des cartes graphiques taillées pour l'IA. Même si c'est cher, hein, même si c'est 400 € la carte graphique, ils arrivent à les vendre. Alors que Intel, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de contre-solution. Ils n'ont pas quelque chose pour contrer Nvidia. Parce qu'ils n'avaient pas investi, ils n'avaient pas lancé de la R&D là-dessus. Et parce qu'ils voulaient garder leur architecture x86, ils n'ont pas regardé les architectures d'IA sur les réseaux neurones. Du coup, voilà une décroissance qui peut être showstopper pour Intel. Candles flashing clean, green lines kinda know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in.